Donc bien présenter Florence, donc qui remplace Martin, qui sera votre interlocutrice sur ces sujets. Écoutez, moi, c'est plutôt de l'écoute ce matin, parce que je connais pas trop ce secteur. Je sais qu'on a une forte implication et en tout cas, on est ravis de voir cette alliance autour de l'éducation. Voilà, je vous laisse poursuivre. Je serai à l'écoute et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et j'en profite pour enchaîner pour les gens qui n'étaient pas encore connectés. Donc, je m'appelle Florence Priolet et comme le disait Nicolas, j'ai le plaisir d'avoir rejoint DPAOSC il y a quelques jours en remplacement de Martin Péricard sur les sujets éducation. Et donc, je suis ravie d'être là avec vous ce matin et j'espère, comme lui, pouvoir vous voir physiquement la prochaine fois. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je vais laisser la parole à ma collègue Léa Rambaud pour qu'elle puisse vous présenter le programme de la matinée. Merci beaucoup Florence et Nicolas et bienvenue. On est très heureux en tout cas de vous accueillir parmi l'équipe des champions de l'éducation et de poursuivre le partenariat avec DPAOSC. Donc aujourd'hui, on va débuter par une présentation de l'évaluation et la mesure d'impact à l'AFD qui sera présentée donc par Maud Hazan et Christophe Paquet, tous deux donc chargés d'évaluation pour la division évaluation et apprentissage. Ensuite, on aura une présentation des outils et des bonnes pratiques en matière d'études et d'évaluation par Othman Chouaki, qui est responsable des programmes évaluation et valorisation au F3E, et Lilian Pioche, coordinateur des études au F3E. Et enfin, on finira par une expérimentation d'un processus d'évaluation par les pairs présenté par Judith Chavalarias, donc responsable Afrique de l'Ouest et référente qualité chez Solidarité Laïque. Ensuite, donc, on aura un temps d'échange d'une demi-heure. Donc, on vous propose, pour avoir un format un peu plus dynamique par rapport aux précédentes sessions, c'est voilà, que vous posiez vos questions directement, que vous preniez la parole et que vous posiez vos questions directement. N'hésitez pas, tout au fil des discussions, à noter les questions que vous aurez à poser aux intervenants. Et voilà, donc la réunion est enregistrée. Et puis, je laisse la parole aux intervenants et j'espère que les échanges seront passionnants comme toujours. Du coup, je vais partager mon écran. Vous pouvez me dire quand ça apparaîtra chez vous. Je crois qu'on ouvre la danse avec Christophe. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est en cours de partage. Ouais, ça y est, c'est bon. Ouais, impeccable. Du coup, l'idée était de vous présenter, suivant les instructions donc, des champions de l'éducation et d'OSC, la façon dont l'AFD commandite et du coup promeut la pratique évaluative. L'idée était donc de vous dire un petit peu plus largement qu'est-ce qu'on fait comme type d'évaluation à l'AFD et comment est-ce qu'on les mène. Ensuite, de vous donner deux exemples. Un exemple d'une évaluation à mi-parcours qui vise donc à tirer des apprentissages pour améliorer le déroulé du projet sur sa deuxième partie. Et sur une évaluation d'impact avec contrefactuel, on voulait vous présenter non pas les résultats d'une évaluation qu'on peut en faire, mais plutôt comment est-ce qu'on la prépare et de quoi est-ce qu'on s'assure en amont du lancement de ce type d'évaluation. Et enfin, vous présenter les enjeux pour demain de notre côté à la division évaluation. Très brièvement, avant de laisser la parole à mon collègue Christophe, donc à l'AFD, on a une politique d'évaluation qui a été établie en 2013 et qui est tournée vers l'apprentissage, donc vraiment vers l'utilité des évaluations à des fins d'amélioration de notre action. Et on est actuellement en train d'évaluer cette politique d'évaluation. Il y aura un événement de restitution auquel je vous invite à venir. Et une nouvelle politique d'évaluation qui devrait être développée en cette fin d'année et l'année prochaine, avec comme modification majeure la question d'une politique groupe avec notamment Expertise France, un périmètre qui évolue, des méthodologies qu'on souhaiterait plus participatives et évidemment une transparence accrue pour les évaluations, mais aussi pour les projets de l'AFD. On mène deux grands types d'évaluations qu'on externalise principalement, des évaluations de projets qui sont pilotées depuis les agences AFD dans les pays d'intervention, avec un objectif qui est fixé pour l'AFD d'avoir 50% des projets achevés qui sont évalués, donc en croissance, on y reviendra en fin de présentation, et des évaluations au champ large, donc qui vont être soit sur une thématique en particulier, la lutte contre les inondations en milieu urbain,
soit stratégique sur la prise en compte du genre dans les projets de l'AFD, soit une évaluation pays sur l'intervention française au Vietnam, ou des évaluations d'impact avec contrefactuel sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard. Et ça, il y en a nettement moins. C'est plus d'une dizaine par an. C'est des coûts qui sont différents, une durée qui est bien plus longue, beaucoup de conditions à remplir pour pouvoir lancer ce type d'évaluation. Et on est à peu près une vingtaine d'évaluateurs ou d'évaluatrices au siège, enfin, en réalité des chargés d'évaluation qui donc encadront le travail des consultants ou des chercheurs qui réalisent ces évaluations. Et on a un budget de 1,3 million pour réaliser ce travail. Je laisse la parole à mon collègue Christophe sur l'évaluation et parcours du projet PECOBAT. Merci Maude. Donc bonjour à tous. Oui, on souhaitait donc vous présenter quelque chose de très concret hein, pour illustrer un petit peu la manière dont on travaille. Donc on a choisi ce projet PECOBAT, donc qui est un projet d'éco-construction des bâtiments et un projet avant tout de formation professionnelle qui est en cours en Mauritanie, qui couvre 4 wilayas, c'est-à-dire 4 régions, donc une grande partie du pays, avec un budget de 6,7 millions d'euros, un projet cofinancé hein, par l'AFD et l'Union européenne, et qui est mis en œuvre par le Bureau international du travail. Donc c'est un projet assez ambitieux, comme vous allez le voir, puisqu'il a à la fois pour objet de changer le modèle de la formation professionnelle en Mauritanie, avec une finalité qui est de renforcer l'employabilité des jeunes, mais aussi de promouvoir l'entrepreneuriat, le secteur privé, et de développer une filière innovante qui existe peu actuellement, qui est l'éco-construction. Donc tout ça, le cœur de l'activité, c'est des chantiers écoles qui sont pilotés, coordonnés par le BIT et ses opérateurs. Diapo suivante, Maud, merci. Donc je vais directement à l'évaluation et vous verrez, je vais vous présenter des résultats assez caricaturaux. Hein. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail du programme. Donc l'évaluation a été menée en fin d'année dernière. Elle a pu se réaliser sans trop de difficultés malgré les contraintes sanitaires avec des missions de terrain en début d'année 2021 par un groupe donc de Montpellier, l'IRAM, avec donc 3 experts. L'objectif étant, on est à mi-parcours du programme, il reste encore 1 an et demi avant la date limite de versement des fonds. L'objectif était donc de réorienter éventuellement ce programme et puis aussi d'avoir quelques éléments de redevabilité à ce stade. La méthode, elle est assez classique, hein, comme vous le voyez, c'est-à-dire des visites terrain dans les 4 régions où le projet est mis en œuvre, un certain nombre de personnes clés, un nombre important d'ailleurs, comme vous le voyez, 130 personnes qui ont été rencontrées et interviewées. Donc une approche essentiellement qualitative, complétée par une enquête auprès des jeunes, hein, un petit échantillon non représentatif, un échantillon de convention, mais pour avoir aussi des retours sur la perception du programme par les principaux bénéficiaires, et puis l'exploitation des données disponibles de suivi-évaluation. L'ensemble étant mis en œuvre en suivant les critères du cadre que vous connaissez. Diapo suivante. Alors les résultats, je les présente, comme j'ai dit, de manière très simple, avec une première diapo sur les points forts, une seconde diapo sur les faiblesses. Donc on voit que c'est un projet qui est vraiment en cohérence hein, avec à la fois les besoins du pays, bien évidemment, la nécessité de former des jeunes et les stratégies nationales. L'approche aussi, le choix de ces chantiers écoles, c'est-à-dire une approche très concrète, hein, l'idée étant de faire évoluer ces formations professionnelles qui souvent sont très théoriques vers vraiment un apprentissage concret. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se révèle très, très pertinent. Bon, c'est un projet qui est mis en œuvre de manière correcte. Donc, vous voyez quelques chiffres, hein, 248 jeunes formés. Donc, c'est un projet qui avait des cibles. Hein, donc, les cibles sont considérées comme atteintes à mi-parcours. Voilà, avec y compris la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, en particulier des écoles, selon ces approches d'éco-construction. On a aussi une dimension de renforcement des capacités de ces petites entreprises de bâtiments qui est bien avancée. Et puis, globalement, on constate une compétence et engagement de l'unité de gestion du projet, du BIT, ce qui n'est pas toujours le cas quand on travaille avec ces UGP. Diapo suivante.
Alors, les points faibles, parce qu'il y en a, et je pense que c'est vraiment l'intérêt de ces évaluations administratives. On s'aperçoit que le contexte a sans doute été insuffisamment pris en compte. On a en face de nous un secteur privé qui est extrêmement éclaté, pas structuré, donc c'est difficile d'avoir un impact un petit peu macro sur le secteur. Le sujet de l'éco-construction qui est très innovant et très important, mais qui n'est sans doute pas encore, qui ne trouve pas encore en Mauritanie un intérêt suffisant pour réellement enclencher des dynamiques de filière. Et puis, donc, c'est un projet qui avait aussi un objectif genre ambitieux de former 25% de filles. Et on s'aperçoit, bon, en Mauritanie comme ailleurs d'ailleurs, que ces métiers sont très genrés, sont relativement peu compatibles avec un objectif de ce type. Par ailleurs, et ça c'est plus embêtant, le niveau de formation qui est donné ne permet pas aux jeunes d'être autosuffisants, c'est-à-dire d'aller éventuellement vers ce qui était envisagé, c'est-à-dire de l'auto-entreprise et une vraie autonomisation de compétences métiers. Donc on a toujours une grande difficulté de passage à l'emploi entre la formation et puis l'entrée dans l'emploi, et ça c'est vraiment le maillon faible du dispositif. Il y avait aussi toute une dimension de développement économique à travers ces filières qui étaient prévues, qui n'a pas été engagée. Et puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup malheureusement dans nos projets et nos programmes, c'est qu'on est toujours très frustré du manque de données disponibles pour réellement faire des analyses quantitatives un petit peu sophistiquées. Et puis enfin, donc le pendant de ce que je disais tout à l'heure sur la bonne gestion par le BIT, son unité de gestion, c'est que comme souvent avec ces approches, on a une faible appropriation par les nationaux. Diapo suivante, et donc j'en termine par les recommandations, en tout cas ce qui sort de l'évaluation et ce sur quoi on travaille aujourd'hui. C'est-à-dire, on s'est aperçu donc globalement que ce projet était sans doute trop ambitieux avec ses objectifs à la fois de formation professionnelle, ses objectifs environnementaux et ses objectifs de développement du secteur privé. Donc la priorité, c'est vraiment de recentrer le projet sur cette problématique de l'employabilité des jeunes, sinon on va passer à côté de ce qui est quand même sa principale finalité. Donc le choix d'abandonner le volet de développement économique qui n'avait pas démarré, qui n'a pas vraiment trouvé son ancrage, de travailler au transfert institutionnel, parce que ça aussi c'est fondamental si on se projette en termes de durabilité, et puis de renforcer le dispositif de suivi et évaluation, et ça donc c'est aussi l'intérêt de ces évaluations à mi-parcours, c'est qu'on peut avoir avec le travail des consultants des outils très concrets qui peuvent être proposés pour améliorer la collecte des données, et donc soit dans le cadre d'une évaluation ex post, soit dans le cadre d'une mesure d'impact, et c'est par ailleurs ce qui est prévu pour ce programme en collaboration avec le BIT à terme, de disposer d'une base de données qui soit exploitable et suffisante pour tirer des conclusions utiles. Voilà, je vous remercie et je repasse la parole à Maude. Merci Christophe. Donc dans cette deuxième partie, on voulait aussi vous présenter un autre type d'évaluation sur lequel vous trouverez un peu plus d'informations en annexe sur un peu ses coûts, sa durée, ses critères de faisabilité dans ce PowerPoint. En gros, l'idée des évaluations d'impact avec contrefactuel, c'est de chercher à distinguer dans des changements qu'on observe sur le terrain dans lequel on intervient, qu'est-ce qui est attribuable à une intervention et qu'est-ce qui est attribuable à d'autres facteurs. Donc, de ne pas faire une analyse uniquement de la contribution en se disant, bon, bah voilà, on est un acteur où à travers ce projet, on influe de façon importante, donc on peut se dire qu'on a eu une influence sur l'évolution de la mortalité maternelle, du taux de scolarisation ou autre, mais vraiment de se dire dans quelle mesure la vie des personnes qui ont été ciblées par une intervention est-elle différente de ce qu'elle aurait été en l'absence de ce projet-là. Donc le problème principal auquel on fait face, c'est que c'est impossible d'observer ce même individu dans la situation dans laquelle il bénéficie de l'intervention et dans la situation où il n'en aurait pas bénéficié. Donc, on va faire un petit exercice mental et un exercice qui en fait est scientifique, enfin économétrique, qui est de construire ce contrefactuel qu'on va aussi appeler groupe contrôle ou groupe témoin, et qui serait en fait un groupe d'individus donc suffisamment grand pour pouvoir faire des analyses statistiques, qui n'ont pas bénéficié du programme, mais s'ils en avaient bénéficié, qui auraient probablement eu des résultats similaires à ceux des bénéficiaires.
Encore une fois, tout ça est possible juste par la loi des grands nombres et par le fait qu'il nous faut un échantillon très important de personnes à comparer. Et on a 2 principales familles de méthodes pour réaliser ces évaluations d'impact avec contrefactuel, des méthodes expérimentales, qui sont les RCT que prônent notamment Esther Duflo et Banerjee et Kremer, qui sont les prix Nobel 2019 d'économie, qui consistent à tirer au sort aléatoirement les bénéficiaires parmi une liste de bénéficiaires éligibles, et donc de se dire que si on a tiré au sort, a priori, avec un suffisamment grand échantillon, on peut penser que les 2 groupes sont à peu près similaires. Et l'autre façon qui se prête plus souvent en réalité à nos projets à l'AFD, c'est la méthode quasi-expérimentale qui consiste à reconstituer un groupe témoin ou un groupe comparable sur la base de caractéristiques observables. Donc je voulais vous raconter un petit peu, on a un partenariat avec l'IRD pour financer des évaluations d'impact avec contrefactuel. Et donc on peut se poser un petit peu la question, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle quand on dit qu'on fait une faisabilité d'évaluation d'impact? Et de quoi est-ce qu'on s'assure avant de lancer ce type d'exercice? Donc on a un cas avec Planète Enfance et Développement au Népal, où on a un projet qui se déroule à Gadjouri, à 1h30 de Katmandou, en zone semi-rurale, où il y a une hausse de la demande d'accueil pour des très jeunes enfants, ce qui permettrait à terme leur développement cognitif, non cognitif, physique, etc. Et donc on a une hausse en parallèle du taux de scolarisation préscolaire, qui reste très hétérogène entre hameaux de cette zone, qui reste hétérogène parce que les filles sont moins scolarisées que les garçons, avec des curriculums de formation dans ces écoles qui sont qui sont pas harmonisés, et une fréquentation de ces écoles qui est assez irrégulière. Donc l'évaluation, en fait, consisterait à mettre en place une petite intervention d'éducation parentale, de la sensibilisation auprès des parents sur des attitudes, des activités qui permettraient d'améliorer la croissance de leur enfant, de l'accompagner dans son développement, et de voir quel est l'effet de cette campagne de sensibilisation sur le développement des enfants de 0 à 6 ans. Donc très concrètement, PED intervient aujourd'hui grâce à un financement de l'AFD dans 10 écoles maternelles de Gadjouri, et l'idée serait pour les 3 chercheuses de l'IRD qui sont impliquées sur cette évaluation, de sélectionner 100 hameaux et de tirer au sort aléatoirement un groupe de hameaux qui bénéficierait de cette proposition d'une campagne de sensibilisation d'éducation parentale, et un groupe de hameaux qui n'en bénéficie, qui ne se verrait pas offert cette sensibilisation. Et donc dans un hameau tiré au sort, tous les ménages seraient invités à suivre la formation d'éducation parentale 2 fois par mois pendant 12 mois, avec inviter la personne en charge de l'enfant. Ça peut être la mère, le père, les 2 parents suivants. Et donc nous, les enjeux, donc on n'a pas encore lancé cette évaluation, on est en discussion pour voir est-ce qu'elle est possible. A priori, l'apprentissage est là, la méthode d'intervention s'y prêterait, l'ONG est engagée pour soutenir cette évaluation d'impact, les chercheuses sont en lien assez direct avec cette ONG, mais l'objectif, c'est de comprendre la zone d'étude pour pouvoir choisir la population cible et dessiner un peu cette intervention de sensibilisation parentale, ce qui implique une cartographie des lieux, donc pour voir un petit peu dans quelle mesure les hameaux sont dispersés sur le territoire, où est-ce qu'ils se trouvent, de quelle taille ils sont, et également repérer combien de ménages il y a dans ces hameaux avec des enfants de moins de 6 ans, avec plusieurs enjeux en fait qui déterminent totalement et le coût de cette intervention et le coût de cette évaluation, et donc sa faisabilité en termes de budget notamment, qu'il s'agit de trouver des hameaux qui sont pas trop proches les uns des autres, puisque si on délivre une formation d'éducation parentale dans un hameau et pas dans celui d'à côté, mais qui sont très proches, on peut avoir des effets on va dire de contamination du groupe contrôle, juste dans le sens où ce groupe qui ne devait pas en bénéficie parce que les personnes se rencontrent sur le marché, discutent, et donc les bonnes pratiques se partagent, ce qui est une bonne chose, mais ce qui ne permet pas l'identification de cet impact attribuable au projet. On voudrait aussi pas qu'ils soient trop proches pour éviter que les ménages du hameau qui ne bénéficient pas de cette proposition ne se sentent lésés. Donc c'est aussi pour réduire les risques de conflits qui pourraient naître. Et enfin, si les habitations au sein d'un hameau sont suffisamment proches, les sessions d'éducation parentale pourraient avoir lieu dans un lieu commun central, ce qui serait moins coûteux en temps et en déplacement pour les ménages de se rendre dans ce lieu central. Mais dans le cas contraire, si on a des hameaux très très vastes dans lesquels il est impossible d'envisager de se faire déplacer toutes les personnes au sein d'un même endroit, on pourra redimensionner l'intervention qui sera évaluée dans ce cas-là,
et donc envisager des interventions à domicile pour favoriser la participation des ménages. Et ça a des implications en termes de ressources humaines, puisqu'il faudra plus de formateurs, plus de sensibilisation, et donc un coût de l'intervention comme de l'évaluation d'impact qui sera augmenté. Donc, je ne reviens pas plus longtemps sur les différents enjeux. On a vraiment très souvent des questions qui sont de nombre de bénéficiaires possibles, de coûts, de durée de l'intervention, de modalités d'intervention, qui déterminent si une évaluation d'impact avec contrefactuel est faisable ou non, en dehors de la question de sa pertinence évidemment qu'on pose aussi. Mais pour ne pas prendre trop de temps, juste vous parler un petit peu plus du contexte donc de redevabilité de demande de redevabilité accrue dans lequel se trouve l'AFD. Demain, nos enjeux, c'est par rapport à 2018, de doubler le nombre de projets évalués, de façon à être en ligne avec les 50% de projets évalués, de mener davantage d'évaluations conjointement avec notamment nos tutelles, donc le MEAE et la DG Trésor, mais également avec nos partenaires, avec l'Union européenne, comme dans le cadre de PECOBAT, comme l'évoquait un petit peu plus tôt Christophe, ou avec nos homologues de la KfW, de la BUI, etc. On souhaite aussi, à travers plusieurs démarches de partenariat et d'évaluation, mieux inclure et nos partenaires et la recherche au sud, entre guillemets, donc les laboratoires de recherche qui sont dans les pays d'intervention dans lesquels on intervient, et les bénéficiaires dans nos évaluations à travers des démarches plus participatives. Une transparence accrue où on a vraiment un gros travail, ça prend beaucoup de temps des personnels de participer à la publication systématique des résultats, le rapport public des évaluations qui est réalisé tous les 2 ans. Un autre chantier, donc on en a parlé, c'est le renouvellement des méthodes, d'aller vers d'autres types d'approches évaluatives, outcome harvesting, des évaluations contrefactuelles en dehors du seul champ de l'économie, d'aller sur de l'hydrologie, sur d'autres méthodes qui peuvent très bien s'y prêter. Et enfin, une attention particulière au partage de résultats avec des réseaux d'experts internationaux, que ce soit IDFC, les réseaux d'évaluateurs et d'évaluatrices sur le climat, etc. Je ne prends pas plus de temps, on vous remercie, et si vous avez des questions, on est disponible pour y répondre. Et en annexe, vous aurez les détails sur les évaluations d'impact avec contrefactuel. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Maude. Comme toujours, on vous enverra les présentations qui vous ont été projetées. Je laisse la parole au F3E, donc à Lilian et à Othman pour votre présentation. Merci. Alors, je lance ma présentation. Merci. Alors, attendez. Est-ce que vous la voyez? Et je vais la démarrer. Voilà. Alors. Parfait. Ça va? Ok. Ouais. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va faire une présentation également à 2 voix avec Othman pour le F3E. Donc, moi, je vais présenter d'abord de façon un peu générique, on va dire l'approche du F3E, enfin d'abord rapidement le F3E et puis l'approche du F3E sur l'évaluation, comment on approche cet exercice-là, cet outil. Et puis Othman complétera et ira un petit peu plus loin sur la manière dont on essaye, on commence et où on prend en compte les questions de genre dans les études qu'on accompagne et notamment dans l'évaluation. Donc, très rapidement, ah non, j'ai fait une bêtise. Excusez-moi. Voilà, une présentation du F3E. Donc, rapidement, le F3E, hein, c'est un réseau, à la fois un réseau d'acteurs, d'actrices, d'organisations et un centre de ressources donc, qui travaille sur les questions d'impact, de qualité de l'action dans une perspective de changement social. Donc, un réseau avec environ 85 membres, hein, des organisations, acteurs, actrices de la solidarité internationale, donc des ONG en grande majorité, mais aussi de la coopération décentralisée avec des collectivités territoriales sur leurs actions de coopération internationale de différents niveaux, des collectivités, des régions, des départements, etc. Quelques fondations, voilà, mais même principalement des ONG et des collectivités. C'est aussi un espace d'appui, d'échange et d'expérimentation, donc à travers l'accompagnement des membres principalement, sur notamment la réalisation d'études,
dont beaucoup d'évaluations, mais aussi des études préalables, des études d'appui à la mise en place de dispositifs de suivi et évaluation, des travaux de capitalisation, études des effets et de l'impact, voilà, différents types d'études, parmi lesquelles l'évaluation, qui reste l'outil le plus mobilisé, mais ce n'est pas le seul, et donc un accompagnement en termes méthodologiques, on va dire, sur l'ensemble du processus, depuis l'élaboration des termes de référence, en passant par le recrutement des consultants, et puis ensuite la valorisation de ce qui est fait, et possiblement aussi de cofinancement de ces travaux d'études, donc exclusivement pour les membres. Mais aussi d'autres travaux d'expérimentation sur des approches un peu nouvelles, approches orientées changement, approches genre, voilà, donc des programmes ad hoc d'expérimentation sur le terrain avec des acteurs, des membres et leurs partenaires, d'approches d'évaluation au sens large qui renvoient aussi aux approches aux manières de faire l'action qui sont expérimentées là et puis qui donnent lieu derrière à un travail aussi d'influence du milieu, hein, donc de production de repères méthodologiques, de guides, d'événements, d'ateliers, etc. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que c'est à la fois un réseau et un centre de ressources méthodologiques sur les questions au sens large de qualité de l'action et d'analyse des pratiques. Pour plus spécifiquement sur l'évaluation, donc c'est quand même le F3E existe depuis 1994, hein, donc c'est quand même l'exercice un peu phare depuis le début, même si maintenant il y a d'autres choses qui se développent, qui sont tout à fait complémentaires. On a une approche de l'évaluation qui est plutôt orientée vers l'apprentissage et l'apprentissage des acteurs et le changement dans leurs pratiques, dans leurs stratégies, dans leurs méthodes. Avant de détailler un petit peu les leviers qu'on a identifiés pour aller dans ce sens-là, revenir très rapidement de façon générique. Hein. Moi, je n'ai pas d'exemple, donc c'est de façon générique à un petit peu l'ensemble des évaluations qu'on a pu accompagner depuis longtemps. Quelles peuvent être les fonctions, les objectifs de l'évaluation, à quoi peut-elle servir, hein, puisqu'on a vu avec les collègues de l'AFD qu'il y a différents types d'évaluation, différentes méthodes, différentes approches qui renvoient aux différents paramètres, de moyens notamment, mais aussi de pourquoi on fait une évaluation, à quoi elle va nous servir. Il y a un premier registre en vert qui est du registre de l'apprentissage qui a été cité, hein, qui renvoie à mieux appréhender la complexité d'un contexte, ça a été dit par Christophe, faire un bilan, comprendre des blocages, apprécier les résultats, évidemment, les effets, l'impact. Bon, bah, je ne sais pas si on aura le temps de rentrer dans les distinctions à ce niveau-là, mais enfin voilà, voir un peu, voir un peu beaucoup même les résultats des actions. Analyser aussi les stratégies, les démarches, les relations, donc une démarche d'apprentissage qui part souvent des résultats, mais qui cherche aussi à comprendre sur les processus qu'est-ce qui permet ou pas de générer ou pas ces résultats. Et puis, Christophe le disait aussi, apprécier les réussites, les échecs, mais aussi les forces, les faiblesses des actions, de façon critique, mais constructive, et avec une forme d'objectivation qui est liée, entre autres, à l'intervention de consultants, consultantes qui réalisent ces évaluations. Donc, le registre de l'apprentissage, le registre de la décision qui est lié à prendre pour décider, donc continuer à arrêter ou modifier une action, redéfinir ou redéfinir une stratégie, améliorer des démarches, des méthodes, redonner du sens, avoir une vision prospective, c'est souvent le cas, redonner du sens sur des actions, des projets qui peuvent exister depuis longtemps, voilà, où parfois il y a besoin aussi de renouveler un petit peu la finalité de l'action, le dialogue entre les acteurs autour de ça, partager des décisions aussi, c'est toute la dimension à la fois de pilotage et de participation dans les évaluations. Donc là, voilà, un champ, comment dirais-je, un domaine d'objectifs autour de l'apprentissage et de la décision, mais aussi un autre domaine d'objectifs autour de rendre compte, donc la redevabilité. Ça a été cité par les collègues de l'AFD. Redevabilité, rendre des comptes ou se rendre compte aussi parfois sur l'action. Rendre compte à qui ? Aux bailleurs de fonds, évidemment, mais pas que. Ça peut être aussi au conseil d'administration, à l'assemblée générale de son ONG. Ça peut être assez aux citoyens aussi, avec des restitutions d'études d'évaluation publique hein, dans le cadre de collectivités territoriales, ça arrive. Voilà, donc rendre compte pour montrer que notre action mérite d'être soutenue, mais aussi rendre compte aux acteurs et aux actrices sur le terrain pour débattre autour de nos stratégies, des résultats de nos actions, mais aussi des difficultés rencontrées. Et enfin, un dernier registre donc, qui est celui de la valorisation, plus tourné vers l'extérieur, on va dire, autour de la valorisation à la fois de l'organisation qui est porteuse de l'action, de cette action et de son savoir-faire et des résultats qu'elle obtient. Et donc là, dans une logique plus institutionnelle, qui peut être d'affirmation dans le paysage ou qui peut être aussi une logique de transparence comme
comme l'évoquait Maud. Donc voilà, 4 grandes fonctions possibles. Bon, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais enfin, ça permet aussi de comprendre. Donc, apprendre, décider, qui relève plus, nous, de la logique de l'amélioration, et rendre compte, valoriser, pardon, qui relève plus, pour nous, du registre de l'information vers des parties prenantes diverses, voire vers l'extérieur, éventuellement le grand public, dans certains cas. Donc voilà, quatre grandes fonctions. On ne peut pas forcément tout couvrir de la même manière dans une seule évaluation, en fonction des moyens disponibles, mais aussi des enjeux de l'action au moment où on fait une évaluation. Si on est sur une évaluation qui va plus tourner autour des questions d'impact après 10 ans d'intervention, on va être beaucoup dans l'apprentissage et éventuellement dans la valorisation et le rendre compte en fin d'intervention, par exemple, après une intervention longue. Si on est sur des évaluations intermédiaires comme celle que présentait Christophe, on va être beaucoup plus sur des logiques d'apprentissage et de décision dans une fonction, on va dire, de pilotage, de faire évoluer l'action en fonction de cette évaluation intermédiaire. Voilà, on ne peut pas forcément tout couvrir, il faut parfois faire des choix. En tout cas, il nous semble que c'est important de se poser la question au moment où on démarre une évaluation, ou même où on décide de la faire, avant de rentrer dans des termes de référence, etc., de se poser la question pourquoi on l'a fait, qu'est-ce qu'on veut en faire au final une fois qu'elle sera réalisée. Et donc voilà, parfois faire des choix ou au moins donner des orientations entre ces 4 grandes fonctions qui derrière vont avoir une incidence sur qu'est-ce qu'on va évaluer, qu'est-ce qu'on va, si on est sur rendre compte, valoriser, on va être quand même plus sur les questions d'effet, d'impact, etc. Si on est sur apprendre, décider, on va être plus sur les processus, les démarches, les méthodes. Tout ça peut être compatible, mais enfin, on ne peut pas tout forcément mettre dans une seule évaluation, donc parfois, il faut faire des choix. Et puis, si on est sur la logique d'apprentissage notamment, ça induit aussi des processus d'évaluation qui doivent être participatifs pour que les gens puissent aussi débattre de tout ça, quoi. Voilà. Sur la logique de la valorisation, Maud parlait de la transparence sur les résultats des évaluations. Au F3E, nous, les rapports d'études, évaluations et autres, pour les études qu'on accompagne, sont aussi publiés sur notre site internet. On est en train d'améliorer ça. Voilà, il y a aussi une logique de transparence. Et derrière, si on veut valoriser, ce n'est pas forcément le rapport de 60 pages qui est très, très utile pour ça. Donc, il y a aussi des formes de rendu, de livrables des évaluations qui peuvent aussi aller sur des choses beaucoup plus communicantes, infographie, voire parfois, dans certains cas, vidéo, ce qui a aussi un coût. Voilà. Dernier slide avant de passer la parole à Othman. Donc, je disais tout à l'heure que nous, au F3E, donc on travaille principalement, en tout cas sur les études avec des membres du F3E, qui sont donc des ONG, des collectivités, sur leurs actions de coopération sur les affaires internationales, des projets, des programmes, parfois on va dire des stratégies de plus long terme, pays aussi, ça peut arriver, voire thématiques, et donc qui ont des systèmes d'acteurs, ces actions que vous connaissez mieux que moi, qui sont des sièges, des partenaires sur le terrain, parfois des équipes sur le terrain, des bénéficiaires, des gouvernances derrière, et des bailleurs de fonds. Un système d'acteurs qui est important aussi d'avoir en tête, comme pour un projet finalement, mais également dans une évaluation. Donc nous, la manière dont on approche l'évaluation, on est assez orienté quand même sur comment dirais-je, le champ de l'apprentissage et de la décision, en tenant compte évidemment aussi des enjeux de redevabilité de façon un peu large, aux bailleurs de fonds évidemment, mais pas uniquement autant que possible. Voilà. On est un peu sur ces différents aspects-là, mais on met quand même l'accent dans les accompagnements qu'on fait sur les processus qui peuvent générer de l'apprentissage et de l'aide à la décision. Et donc, on a schématisé un petit peu ces processus-là dans ce schéma, ce qui est issu d'un travail qu'on a fait il y a 3-4 ans à partir de 70 évaluations qu'on avait accompagnées depuis 2010. Voilà, donc travail d'enquête, d'entretien, etc. Et donc, on a identifié ça. Donc, la finalité un petit peu de l'évaluation, nous, telle qu'on la promeut, telle qu'on l'accompagne, c'est la case du bas, le changement. Le changement, ça peut renvoyer à plein de choses différentes. Là, on parle du changement dans les pratiques, dans les manières de faire, qui peut se décliner chez des individus, des personnes, des chefs de projet, des acteurs de terrain, dans des équipes, et puis aussi à un niveau
niveau plus large dans des organisations de façon plus stratégique. Donc, c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire évoluer les choses, susciter, contribuer à des changements à ces différents niveaux, donc au niveau à la fois des stratégies, des manières de faire, des méthodes, des démarches, des partenariats aussi, un sujet important pour ce qui concerne notamment les ONG, mais l'AFD également, je pense. Voilà, et pour arriver à ce changement, identifier 3 grands leviers en termes d'évaluation, 3 grands leviers autour de la manière dont se réalisent ces évaluations, un environnement favorable à une évaluation, donc orientée vers l'apprentissage et le changement. Bon, je ne vais pas faire le détail des petites choses en blanc qui sont en dessous de environnement favorable, mais en gros, il y a une notion de dialogue qui est importante autour de ça, en interne dans l'organisation, mais aussi avec les partenaires, dialogue sur l'action évidemment, mais aussi sur l'évaluation, qui est un exercice qui ne va pas forcément toujours de soi, puisqu'il y a quand même une dimension derrière évaluation, évaluer, donner une valeur, une dimension d'appréciation, voire de jugement, selon le mot qu'on veut utiliser. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui se prépare, qui se discute. Une ouverture au questionnement et donc à la remise en cause, en question plutôt, oui, remise en question. Voilà, si on veut aller vers une évaluation qui nous permette de progresser, d'évoluer, encore faut-il se poser des questions, y compris sur des questions de fond, sur son projet, sur son action. Une application politique aussi, ça renvoie à la rejet de décision. Donc un environnement favorable, un processus d'évaluation qu'on a appelé transformatif. Et donc là, ça renvoie beaucoup à la relation avec le consultant, les consultantes, leur positionnement. Consultants qui ont à la fois un rôle d'expert, alors c'est variable selon les enjeux aussi et selon les études, mais un rôle d'expert, mais aussi souvent un rôle de facilitation, un peu de passeur aussi, certains disent, entre différents cercles d'acteurs qui communiquent plus ou moins, et en tout cas qui communiquent un peu différemment dans le cadre des évaluations, puisqu'il y a ce tiers externe qui a cette fonction-là, quoi. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Des apprentissages partagés, ça passe beaucoup par des processus d'évaluation assez itératifs, une application aussi les principaux partenaires, les principaux acteurs dans l'élaboration des termes de référence, pour voir un peu les attentes de chacun par rapport à l'évaluation. Mais aussi des temps de restitution intermédiaire, final, sachant qu'une évaluation, c'est comme un projet, c'est un processus, il y a un début, une fin, et entre les deux, il y a un chemin qui permet aussi aux acteurs de s'approprier ou pas les choses. Voilà, un petit peu les grands leviers qu'on a pu identifier, nous, sur les évaluations qu'on accompagne. Leviers qui quand ça marche bien, c'est souvent le cas, génère des apprentissages et des changements au niveau des organisations, enfin, des acteurs et des actions. Voilà, je m'arrête là et évidemment on pourra en reparler dans la discussion. Donc c'est moi qui ai le slide. Lothman, je te passe la parole et tu me dis pour dérouler les slides. Ouais. Depuis 2018-2019, le F3E a monté en charge son dispositif d'accompagnement sur les études et le genre, avec une ligne de cofinancement dédiée. En début d'année, on a publié notre stratégie intersectionnelle de genre. Et du coup, on voulait partager avec vous un peu nos bonnes pratiques, nos pratiques émergentes et les réflexions qu'on a pu avoir sur l'intégration du genre dans les processus d'évaluation. Un premier principe, c'est qu'en fait, tout projet peut être évalué avec une perspective de genre, même si le projet en lui-même, en fait, n'intègre pas cette perspective au départ. Donc, ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour intégrer le genre dans votre évaluation. Et ça, vous pouvez le faire soit de façon transversale, c'est-à-dire regarder au niveau de la stratégie, comment est-ce que le genre est intégré dans votre organisation, ou de façon spécifique afin de voir quelles activités vous avez mis en place pour favoriser l'égalité de genre dans votre projet. Pour nous, l'évaluation, elle doit aussi bien intégrer le genre comme objet de l'évaluation que dans la manière dont elle est menée, donc au niveau des approches, des méthodes et des processus. Et la perspective de genre, elle vise avant tout à faire de l'évaluation un outil au service de l'amélioration des pratiques et des actions en faveur d'un changement social pour l'égalité de genre. Pour nous, une évaluation avec perspective de genre, ça se repose sur 3 principes, au niveau des intentions, au niveau des méthodes et au niveau des questionnements de l'évaluation. Au niveau de l'intention, c'est essentiel de vraiment asseoir une volonté collective de changement en faveur de l'égalité de genre pour dépasser les visions qu'on appelle instrumentalisatrices
du genre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ONG qui, dans leur pratique, disent que le genre, c'est un outil ou seulement une volonté pour renforcer l'impact des projets. Nous, on maintient le fait que l'intégration du genre dans les projets ou l'intégration du genre dans les évaluations, c'est avant tout pour avoir une vision transformative, une vision collective du changement. Et ça implique d'agir aussi bien sur les besoins pratiques, donc les besoins matériels, l'accès à l'éducation, à la nutrition, que sur les intérêts stratégiques et qui du coup sont plutôt placés au niveau des structures, au niveau politique, et donc changer les normes de genre, changer les rapports de pouvoir. Au niveau des méthodes, on valorise beaucoup l'évaluation participative qui va valoriser ce qu'on appelle la connaissance située. La connaissance située, c'est le principe que, en fait, les personnes qui ont expérimenté des discriminations ou des situations d'oppression sont celles qui connaissent le mieux ce dont il s'agit et sont les mieux à même de vous dire, en tant qu'évaluateur, comment les aider et ce qu'elles ont ressenti. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'une évaluation participative, elle va aller chercher en fait, les informations auprès de vos bénéficiaires ou de vos participants pour aller puiser cette connaissance. Ça implique aussi d'aller au-delà seulement des données désagrégées. Donc, ne pas seulement ne pas seulement s'arrêter au fait d'avoir des indicateurs qui soient spécifiques pour les hommes et spécifiques pour les femmes, mais aussi avoir une analyse qualitative qui va aller analyser en fait les rapports de pouvoir et les normes de genre qui expliquent pourquoi pourquoi est-ce qu'il y a un différentiel de données entre les hommes et les femmes. Au niveau des questionnements, il s'agira de faire un équilibre entre le transversal et le spécifique, et cela à 3 niveaux. Au niveau de la stratégie, donc quelle est la stratégie de l'organisation ou du projet au niveau de l'égalité de genre? Est-ce qu'il y a une stratégie officielle, par exemple? Au niveau du dispositif, en termes de partenariat, par exemple, ou au niveau des activités, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des activités spécifiques qui ont été mises en place pour remédier à des inégalités de genre? Passer à la slide. Merci. Suite à ce dispositif d'accompagnement des études genre, on a identifié des bonnes pratiques et des difficultés. Une première bonne pratique, c'est qu'en fait, il y a un travail pédagogique à faire sur l'importance d'intégrer une perspective de genre, et ce, dès la conception de votre étude ou de votre évaluation. Donc, c'est un travail qui commence dès le départ et c'est un travail qu'on fait, nous, avec les membres qu'on accompagne dans leurs études pour leur faire comprendre l'importance d'intégrer cette perspective de genre. Une deuxième bonne pratique, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller au-delà des données désagrégées et compléter avec l'analyse qualitative sur les rapports de pouvoir. Une autre bonne pratique, c'est de poser le fait d'avoir une expertise genre comme un critère de sélection dans le choix des consultants. Tout ça pour dire que en fait, la question du genre, ça demande une expertise et des compétences particulières qu'il faut valoriser dans le choix des consultants. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir, en tout cas nous, on essaye au maximum de ne pas avoir juste des consultants qui intègrent le genre dans leur proposition, mais vraiment d'avoir des consultants qui ont une expertise spécifique sur le sujet. En termes de difficultés qu'on a identifiées et qu'on essaye de gérer, il y a la question de l'évaporation du genre au cours de la réalisation de l'étude. C'est-à-dire qu'on a beau mettre le paquet sur la question du genre dans les termes de référence de l'évaluation, on observe qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'étude, ça devient de moins en moins une priorité pour les consultants et ou pour l'organisation, et que du coup, on se retrouve avec un rapport final qui, au final, ne prend pas trop en compte ces perspectives. Il y a aussi évidemment une résistance des OSC à intégrer cette perspective et une difficulté à convaincre de l'intérêt de la démarche. Mais on peut dire en tout cas qu'il y a un consensus dans le secteur qui est mené aussi bien par l'AFD que Coordination Sud que par des ONG pour avoir un plaidoyer en faveur d'une meilleure intégration du genre et dans les projets et dans les évaluations. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est un manque de formation et d'outillage sur le genre. C'est dans cette perspective que le F3E s'inscrit. On entre d'ailleurs dans une phase test d'une formation sur comment mesurer le genre
dans ces projets, qui va démarrer bientôt avec un lancement plus large en 2022. On a aussi des outils qu'on met à disposition des OSC, une grille de relecture genre qui permet en fait, de checker que les termes de référence de votre étude intègrent bien le genre, et une fiche pédagogique sur l'intégration du genre dans les études. On a aussi d'autres outils, et notamment on vient de publier des fiches méthodologiques sur le genre. Il y a une dizaine de fiches sur différents sujets qui sont assez pratiques et pédagogiques sur l'intégration du genre dans les études. Et voilà, je crois, c'est tout pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Otmane. Merci beaucoup, Lilian, pour cette présentation. Judith, si tu veux, je te laisse la parole. Oui, alors... Écran partagé. Hop là. Vous me dites quand vous voyez... On le voit. Ça apparaît ? Oui, ça apparaît. Tu peux le mettre en grand écran si tu veux. Ouais, c'est pas le cas là. Non, là on voit l'ensemble des diapositives. Comme ça. Ouais, super. Ok, super. Bon, bah, du coup, bonjour de nouveau à toutes et tous. Moi, je travaille à Solidarité Laïque. Je m'appelle Judith Chavalarias et je vais vous présenter notre approche notre travail d'évaluation à Solidarité Laïque et plus spécifiquement le cas d'une évaluation qu'on vient de terminer sur notre programme à Sri Lanka et à travers laquelle on a expérimenté le processus d'évaluation par les pairs. Donc, Solidarité Laïque, rapidement, c'est un collectif de 48 organisations qui sont toutes liées à l'école publique, l'éducation populaire et l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un collectif qui existe depuis un peu plus de 60 ans et on intervient dans une vingtaine de pays, dont la France, sur des actions multiples vraiment de lutte contre les inégalités et sur le travail aussi d'éducation à la citoyenneté. Donc, on a à la fois des actions d'appui direct, on a aussi beaucoup de travail de soutien à nos partenaires sur place, sur les territoires sur lesquels on intervient, et de plaidoyer également, que ce soit vraiment très local ou au niveau international, en essayant de mobiliser les voix de nos partenaires. Donc, sur la question de l'évaluation, c'est une pratique qui est assez courante chez Solidarité Laïque. On a donc assez bien intégré cet exercice-là avec vraiment la volonté, on retrouve un peu ce qu'avait le petit camembert qu'avait présenté Lilian, mais vraiment, on a des enjeux. L'objectif, c'est de répondre à des enjeux de redevabilité vis-à-vis donc de tous les partenaires, à la fois les partenaires de terrain, les partenaires financiers, techniques et aussi les citoyens et les citoyennes qui sont acteurs de nos programmes. Il y a des enjeux d'apprentissage, bien entendu, des enjeux stratégiques. Donc, les apprentissages vont nous permettre de continuer à faire évoluer nos pratiques et à alimenter nos stratégies. Et également des enjeux de communication ou de valorisation, donc pour aussi faire part de notre travail. Et à Solidarité Laïque, on a, donc à travers l'évaluation, à la fois expérimenté plusieurs méthodologies, et puis on a un peu dérivé sur d'autres types d'exercices. Donc, on a expérimenté le suivi des changements, donc tout là, l'enjeu de savoir comment évaluer notre travail avec une approche vraiment plus qualitative sur les questions de changement, l'entre-pairs dont je vais vous parler. On a aussi essayé de travailler sur de l'évaluation qu'on va essayer de diffuser un peu en vidéo, etc. Donc voilà, on a fait pas mal d'expérimentations. Et puis toujours, on a vraiment une volonté d'avoir une approche vraiment participative sur le processus d'évaluation. Donc ça, c'est plus ou moins important en fonction du type de partenariat qu'on a tissé. Mais vraiment, on se rend compte qu'impliquer les acteurs, les partenaires dès le début du processus, c'est très enrichissant pour l'exercice d'évaluation et puis pour tous les acteurs. Voilà, et puis on est également, donc Solidarité Laïque est également membre du comité des études du F3E, qui est un comité, donc il y en a un peu parlé, où plusieurs organisations de la société civile participent aussi à renforcer l'entre-pairs et appuyer d'autres acteurs sur notamment la définition des termes de référence sur plusieurs types d'études, dont les évaluations.
Donc là, je vais vous parler du cas spécifique du programme qu'on a clôturé qui était à Sri Lanka, donc qui s'appelle Ensemble pour la petite enfance à Sri Lanka. Donc Solidarité laïque, très rapidement, intervient à Sri Lanka depuis le tsunami de 2004. On a d'abord mener des actions vraiment d'urgence, puis on a travaillé plus à des questions de réhabilitation et de développement, et on s'est vraiment concentré sur le sujet de l'éducation préélémentaire, qui est un sujet qui est très important à Sri Lanka, parce qu'on a en fait une très forte implication de l'État dans l'éducation à partir de l'élémentaire, mais rien avant. Et donc voilà, donc on a fait monter tout un travail sur ce sujet-là. Donc la phase qui a été évaluée, donc l'évaluation dont je vais vous parler, c'est une phase de 3 ans, donc de 2018 à 2021. Et là, c'était vraiment un travail qui portait beaucoup sur la gouvernance du secteur, donc de l'éducation préélémentaire. Comment les acteurs peuvent appuyer une gouvernance plus démocratique dans les écoles, mais aussi au niveau des provinces et avec les pouvoirs publics. On a beaucoup travaillé sur la qualité de l'éducation et la formation professionnelle. Et puis sur le plaidoyer, donc pour faire reconnaître le métier d'enseignante maternelle, puisque les enseignants maternels ne sont pas soutenus par le gouvernement et sont payés majoritairement par les parents. Donc, pour l'idée, c'était un budget d'un peu moins de 800 000 € avec un financement de l'AFD, de Solidarité laïque et des partenaires impliqués. Donc, pour cette évaluation finale, on avait plusieurs attentes. Donc, d'abord, vraiment faire le bilan de l'action et toujours, donc on l'avait dans cette logique d'apprentissage. Donc, on avait un programme qui était reposé sur une expérimentation qu'on avait menée avant sur un territoire. Là, on l'avait étendu sur 4 nouveaux territoires. Donc, l'objectif, c'était vraiment de savoir si la méthode qu'on avait utilisée, si elle avait été bien répliquée ailleurs, si elle a pu s'adapter, puis si c'était possible d'utiliser ce travail-là pour toucher de nouveaux territoires. On avait donc un autre objectif, c'était vraiment disposer d'éléments de perspective et d'analyse. Donc là, c'est l'objectif d'aide à la décision. Comment est-ce qu'on va continuer, qu'est-ce qui reste à faire, comment améliorer le travail à venir. Et puis la question de la redevabilité toujours, donc vis-à-vis des acteurs et des partenaires techniques et financiers. Donc voilà, cette évaluation, on avait demandé à faire vraiment un focus sur les questions de pertinence, de l'impact et de la durabilité de nos actions. Et bien sûr, on avait envie d'avoir aussi un regard sur l'analyse prospective pour voir un peu comment faire évoluer notre travail par la suite. Donc, en termes méthodologie, donc vraiment, c'était une évaluation. La base de cette évaluation était une évaluation, on va dire, classique. On avait vraiment voulu expérimenter l'entrepère. Donc, la première étape de l'entrepère, ça a été, parce qu'on a bénéficié pour ce travail de l'appui technique et financier du F3E, donc dans le cadre du comité des études. Et en plus, donc, dans ce cadre-là, comme je vous le disais, on a aussi bénéficié de l'appui d'autres organisations de la société civile qui sont impliquées dans ce comité pour avoir leur retour sur nos TDR, nos termes de référence. Donc, c'était le premier un peu relation entre pairs qu'on a eu. Et puis, on a voulu la renforcer à travers notre étude en impliquant vraiment un pair, donc une organisation de la société civile, dans le processus d'évaluation. Donc voilà, la question qu'on peut se demander, c'est pourquoi faire une évaluation entre pairs et impliquer un pair dans l'évaluation. Donc d'abord, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir ce regard croisé entre un consultant ou une consultante et puis un acteur associatif. C'est une nouvelle dimension de collaboration aussi pour les consultants. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé dans le bilan qu'on a fait. Le consultant qui était intervenu a aussi fait remonter ça. C'était intéressant pour le consultant d'avoir ce travail-là avec un nouveau regard en tant que, on va dire, acteur associé. C'était aussi la volonté d'améliorer le processus d'évaluation externe, parce que souvent aussi, nous, on fait le constat qu'on fait une évaluation externe, on va dire en fin de parcours. Souvent, les délais sont quand même pas très longs. On a un acteur ou des acteurs consultants qui arrivent sur le programme, ils ne connaissent pas du tout notre action.
Et donc, ils doivent évaluer en peu de temps, finalement, le travail qu'on a mené. Et quand c'est des programmes qui sont complexes, où il y a des enjeux politiques importants, ou alors qui sont sur du très long terme, c'est vrai qu'on se disait que voilà, parfois, il y avait un peu… on passait à côté de beaucoup de choses. Et c'était aussi à cause du format de l'exercice. Donc là, l'objectif d'intégrer un pair, ça nous intéressait parce qu'on se disait que ça pouvait être une organisation qui n'était pas Solidarité laïque, donc qui avait quand même un regard frais, comme là, le consultant, sur le travail qu'on fait, mais qui est un acteur associatif, qui a des pratiques de travail qui sont plus proches des nôtres. Et donc, du coup, qui va être enrichi un peu aussi avec cette connaissance soit du terrain, soit des processus d'action, soit en tout cas des enjeux et du travail et du positionnement aussi en tant qu'acteur de terrain. Et puis enfin, un autre objectif, c'est aussi l'apprentissage des pratiques entre pairs et l'amélioration de l'interconnaissance. Donc là, vraiment, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte, c'est que quand on implique un pair, on apprend de lui, de ce qu'il nous fait comme retour sur l'évaluation. Il apprend beaucoup aussi de nos pratiques et en étudiant du coup notre action directement sur le terrain. Et donc, cette interconnaissance est renforcée, ce qui est vraiment intéressant. Donc, nous avons choisi Aide et Action comme pair pour cette évaluation-là, et plus spécifiquement Aide et Action Asie du Sud. Donc, d'abord parce que Aide et Action, au niveau vraiment sur le travail qu'on menait, eux, ils avaient une longue expérience sur la petite enfance. Ils avaient mené des programmes en Inde sur la question de l'éducation préélémentaire. Donc, ils avaient vraiment cette expertise sur la thématique, mais dans d'autres contextes. Ils intervenaient à Sri Lanka sur des programmes de renforcement des capacités, d'autonomisation des femmes et d'influence des politiques publiques. Donc, ils se rapprochaient de nous, nos thématiques d'intervention. Donc, ils avaient une connaissance du pays et de la thématique, mais ils n'avaient pas travaillé sur la thématique dans le pays, à Sri Lanka. Également, ils avaient une maîtrise du processus d'évaluation et puis ils avaient développé au sein des actions au niveau large des pratiques d'audit interne. Donc, on se disait que c'était intéressant aussi de voir comment est-ce qu'ils allaient intégrer ces apprentissages dans l'évaluation d'un pair. Et puis également, on avait déjà un travail de partenariat avec Aide et Action, à la fois à Sri Lanka, puisqu'ils intervenaient depuis peu et très ponctuellement sur nos actions, donc les actions de nos programmes, et puis à l'échelle internationale, puisqu'on était à l'époque dans la construction d'une alliance entre Aide et Action et Solidarité laïque. Et donc, c'était vraiment c'était très cohérent pour nous de travailler avec Aide et Action sur cette évaluation. Donc, il y avait 3 personnes qui étaient impliquées. Le directeur des programmes internationaux, donc, et qui est aussi responsable d'Aide et Action Asie du Sud. Donc, c'est quelqu'un qui a une charge de travail, comme vous pouvez l'imaginer, assez conséquente. Et c'est la personne avec qui on était en contact dès le départ. Et cette personne-là nous a ciblé deux autres personnes qui allaient pouvoir intervenir de façon plus directe dans l'évaluation, qui était le directeur des programmes d'Aide et Action Asie du Sud, qui était basé en Inde, qui lui avait une forte expertise sur la question de l'éducation préélémentaire, et puis le directeur pays Sri Lanka, qui était basé à Colombo. Et bien entendu, on avait tout au long de l'évaluation l'appui du F3E, donc c'était Lilian qui a travaillé avec nous, donc il pourra aussi compléter un peu, apporter son regard sur cette expérimentation. Donc voilà, donc nous, donc c'est une expérimentation, hein, l'entrepère dans l'évaluation n'a pas encore, en tout cas en France, on n'a pas retrouvé d'historique, on va dire, sur une OSC qui allait faire une évaluation comme ça d'un programme et qui cherchait à impliquer un pair, donc on a dû un peu inventer. Donc on a, dès les termes de référence, on a décidé d'intégrer cette dimension entre pairs parce que c'était important que l'équipe de consultants qu'on allait choisir s'approprie cette dimension-là de l'évaluation. Et donc, on a intégré, on demandait une équipe de consultants externes avec les demandes qu'on a faites de façon assez classique, hein, en réponse à nos attentes de l'évaluation. Et on a précisé que Aide et Action allait intervenir entre pairs en essayant de cibler un peu son intervention, mais pas trop non plus, parce que déjà, on n'avait pas trop… On essayait de trouver un peu comment faire, et puis on voulait aussi laisser l'opportunité et aux consultants, enfin l'équipe de consultants de proposer quelque chose, et à l'équipe de consultants et Aide et Action de ensuite travailler ensemble
pour être un peu plus force de proposition sur comment ils allaient travailler ensemble. Mais l'objectif, en gros, qu'on mettait dès le départ, c'était que l'équipe de consultants restait responsable de la mission, donc chef de file, chef de mission. Donc, c'est eux qui sont responsables de la méthodologie, de la réalisation de l'évaluation, de la rédaction des livrables, et qu'AD Action devait être considéré plus comme un évaluateur associé. Et on avait, au départ, ciblé un peu plus leur intervention sur les questions de pertinence de nos actions et sur la partie prospective, puisque l'objectif, c'était aussi de renforcer notre partenariat. Et puis, on a également, dès le départ, prévu une réunion de bilan en fin d'évaluation, notamment pour un peu apprendre de cette expérimentation. Donc, on a travaillé sur la méthode avec AD Action. On les a consultés en fait assez tôt sur cette volonté de faire de l'entre-pairs avec eux. Et on leur a présenté en fait les termes de référence une fois qu'ils ont été finalisés pour relecture et pour éventuellement les alimenter. Ensuite, AD Action a été impliquée dans la sélection de l'équipe de consultants externes. Donc, on a vraiment lancé l'appel d'offres. On a choisi avec eux les personnes qu'on allait entretenir. Donc, on avait également monté un comité des études, un comité d'évaluation au sein du programme. Donc, il y avait aussi des partenaires sri-lankais et français qui étaient impliqués dans ce travail-là avec AD Action. Et puis, une fois que les consultants ont été choisis, AD Action et ses consultants travaillaient de concert et représentaient une équipe autonome d'évaluation. Et donc, à partir de ce moment-là, Solidarité laïque et AD Action n'avaient plus de la relation, on va dire, qu'elle avait avant pour travailler ensemble pour le choix d'un consultant. Maintenant, les binômes étaient vraiment avec les consultants et AD Action. Et donc, là, l'objectif, c'était qu'ils travaillent ensemble pour réaliser une note de cadrage, un positionnement et une méthodologie. Ensuite, qu'ils travaillent ensemble sur la récolte des données, donc les entretiens terrain auprès des acteurs. Qui a un travail sur l'analyse des données conjoint, et puis au niveau de la rédaction et la présentation des livrables, que AD Action soit associée à ce travail-là. Donc voilà, c'est tout ça comment on avait pensé l'expérimentation. Après, il y a eu le Covid, et il y a eu beaucoup de problèmes. Donc malheureusement, ça a été impossible pour le directeur des actions qui était basé en Inde, n'a pas pu se déplacer. Le collègue d'AD Action qui était basé à Sri Lanka aussi n'a pas pu se déplacer parce qu'il y avait vraiment des difficultés de déplacement d'une province à l'autre. Le chef de mission dans l'équipe des consultants qui était basé à Paris n'a pas pu non plus se rendre sur le terrain où il avait deux collègues évaluatrices qui travaillaient, qui ont été finalement les deux seules personnes qui ont pu collecter des données sur place. Donc, on a eu quelques difficultés vis-à-vis, on va dire, de la mise en place de cette évaluation. Et donc, ça a impacté aussi cette expérimentation entre pairs. Mais on a quand même beaucoup d'apprentissage qu'on tire de cette expérimentation et puis en termes à la fois d'amélioration puis d'objectifs qui ont été atteints. Donc, en termes d'apprentissage, je vous disais qu'on avait impliqué AD Action pour la relecture des termes de référence et la sélection des consultants. On s'est rendu compte que c'était vraiment une grande richesse pour nous de les avoir dans la sélection des consultants et puis pour eux aussi, ils ont fait un retour en disant qu'ils avaient apprécié cela. Ça montrait un signe de confiance et de transparence, donc il y avait une vraie implication dès le départ. Pour nous, ils ont été vraiment d'un apport important sur le choix des consultants. Et puis, par contre, sur la question des termes de référence, on s'est rendu compte qu'on aurait peut-être dû les impliquer beaucoup plus tôt, en fait, dès la rédaction des termes de référence et pas dans la relecture. Ça aurait été peut-être intéressant d'avoir ce travail un peu plus approfondi au niveau des termes de référence. Donc, ça implique un démarrage de l'entre-pairs beaucoup plus tôt. Et puis, donc voilà, cette question, elle est aussi importante. Donc, quand est-ce qu'on implique le pair ? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était à la fois intéressant de se dire que le pair a cette connaissance de solidarité laïque, avant d'intervenir dans l'évaluation. Donc, on est un peu son travail et ses pratiques. D'un autre côté, il
faut faire attention à ce qu'il garde quand même un regard frais, donc entre guillemets, en tout cas qu'il ait quand même assez de distance pour avoir ces qualités qui permettent vraiment de l'évaluation indépendante, quoi. Voilà, donc on peut se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas faire une évaluation dans le cours? Ça peut aussi être un questionnement. On s'est rendu compte aussi que la triangulation entre le commanditaire, donc là c'était Solidarité Laïque, les consultants et le pair, ça permet d'avoir plusieurs points de vue. Parce que donc nous, le commanditaire, on a un regard expérimenté sur notre programme, on a un regard orienté, on sait exactement, on a notre avis déjà bien défini. C'est pour ça qu'on fait une évaluation externe, parce qu'on a besoin d'avoir un regard un peu plus distancé. Le consultant, lui, il a un regard complètement neuf, c'est-à-dire que, sauf si on a un historique de travail, en tout cas, normalement, il ne connaît pas le programme, il arrive, il a peut-être une connaissance thématique ou du pays, mais en tout cas, sur notre action directe, il a un regard très neuf. Et le pair va avoir un peu un intermédiaire, à la fois donc, ce regard frais, ce regard neuf, mais en même temps, il va maîtriser, pour aider l'action, il maîtrisait parfaitement le sujet, et puis il connaissait le territoire. Voilà, donc on en tire aussi que c'est important de clarifier vraiment le rôle de chacun. Donc, surtout entre le pair et le consultant. Donc, nous, on avait essayé d'orienter un peu dans les termes de référence, mais l'objectif, c'était aussi de voir comment ça allait se passer et il devait y avoir une réunion de cadrage dès la sélection pour vraiment définir bien entre le aide et action et l'équipe de consultants qui allait faire quoi. Et malheureusement, donc déjà, avec le fait de ne pas pouvoir se déplacer et les difficultés aussi, Aide et Action a été aussi impacté par la situation de Covid. Ils avaient aussi des urgences à gérer. Donc, du coup, en termes de temps disponible, c'était un peu plus compliqué. Donc là, on a vraiment, je pense qu'il est important d'avoir ce temps-là sur la clarification des rôles de chacun. Et puis, avoir une petite aussi pensée sur le fait que le positionnement du pair peut être délicat parce que tout le travail qui était avant la sélection du consultant, le pair travaillait avec Aide et Action. Donc, on travaillait ensemble sur les termes de référence, on travaillait ensemble avec les autres partenaires sur la sélection du consultant de façon vraiment très transparente et dans un vrai partenariat. Et puis, à partir du moment où on sélectionne le consultant, hop, le positionnement change. Aide et Action devient un collaborateur des consultants et rentre dans une équipe d'évaluation. Donc, la relation avec Solidarité Laïque n'est plus la même. Ça n'a pas posé problème, mais en tout cas, c'est à avoir en tête que pour le pair, c'est quand même un changement de positionnement. Et donc, du coup, on se pose aussi la question... Voilà, on peut aussi se poser la question, si le programme, c'est une vraie catastrophe et que le pair s'en rend compte ou qu'il se retrouve face à une situation dramatique, ça peut le mettre dans une position qui est un peu difficile vis-à-vis du commanditaire. Dans le cas, c'était Solidarité Laïque. Ce n'était pas le cas, le programme n'était pas catastrophique. Donc, tout va bien, mais c'est un questionnement qu'on peut avoir. On a aussi observé que cette expérimentation, c'était vraiment une source d'apprentissage pour tout le monde. C'est-à-dire c'est le bilan qu'en ont fait tous les acteurs, qu'on a vraiment beaucoup appris les uns des autres, et puis dans le travail qui a été fait. Et ça aurait pu être aller plus loin, puisque au départ, le formateur, l'évaluateur qu'on avait choisi avait proposé de faire un atelier de formation sur la question de l'évaluation des consultants. Donc, on voit que là, il y a une triangulation qui est intéressante. Et puis, il y a une réelle source d'apprentissage. Par contre, on a soulevé qu'il ne fallait donc pas négliger le temps nécessaire en début d'évaluation pour faire cette expérimentation. Donc, je le disais et je le redis, voir quand est-ce qu'on commence ce travail avec l'entrepère pour l'impliquer, pour qu'il soit en pleine maîtrise du processus. Et puis, vraiment, tout ce travail sur définir les rôles, etc. Donc, nous, c'est vrai qu'on avait un calendrier qui était finalement assez serré. Qui était on va dire, un calendrier d'évaluation un peu classique. Et il aurait mérité un peu plus de temps, vraiment, à partir du moment où on sélectionne, pour laisser plus de temps pour le pair et le consultant pour travailler ensemble, pour vraiment bien définir ces rôles-là. Est-ce que je peux juste te laisser conclure d'ici quelques temps? J'ai fini
Merci beaucoup. Je fais vite. Voilà, donc aussi, ça c'est très important, c'est d'avoir des temps d'échange physique. C'est ce qui nous a beaucoup manqué parce que personne n'a pu se déplacer. Mais que ce soit pour le cadrage, pour la collecte des données, l'analyse et la restitution, voilà, nous on a cruellement manqué de ça, et entre le pair et le consultant, et avec nous en tant que commanditaire et les autres partenaires. Donc ça vraiment c'est quelque chose, c'est important que l'échange se fasse, et les réunions physiques, l'air de rien, ça crée quand même la complicité et la confiance. Voilà, donc là, ça n'a pas été possible pour nous. Voilà, clarifier très rapidement les personnes qui seront impliquées dans l'évaluation, et puis les impliquer dès le départ. Et puis nous, donc, les difficultés qu'on a rencontrées, donc le Covid-19, vous imaginez bien les difficultés que ça a pu impacter. Également le périmètre de l'évaluation, donc parce qu'on avait beaucoup de territoires à cibler, il y avait 4 langues différentes de travail, donc ça posait pas mal de problèmes. Et il a été difficile à Aide et Action d'apporter une plus-value sur l'analyse parce qu'ils n'ont pas pu en fait participer à la collecte des données. Voilà, donc très rapidement, la question c'est il faut bien choisir le pair, donc partager les valeurs et les approches d'intervention. Également, c'est intéressant de savoir que le pair connaît notre structure et notre programme, mais doit quand même rester indépendant. Voilà, donc il n'était pas, Aide et Action n'était pas impliqué dans la stratégie du programme et n'avait pas bénéficiait pas d'une partie du programme conséquent, donc ça c'est important pour garder quand même l'indépendance. Et bien sûr, on veut un positionnement bienveillant et dans l'apprentissage pour ce type de pratique. Voilà, donc bon, là je parle de la réunion de bilan, donc ça c'est important hein, pour faire un peu une conclusion et échanger sur cette expérimentation. En tout cas, nous, ça nous paraît être un outil vraiment très intéressant qui est source d'apprentissage pour tout le monde. Tous les acteurs ont été intéressés dès le départ sur cette expérimentation, autant les consultants que Aide et Action, et le sont toujours. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à encourager. Par contre, bien sûr, on y va à tâtons. Donc, c'est de l'expérimentation. C'est important de trouver un peu son chemin là-dedans. Et puis, donc, d'affiner un peu avec le temps les modalités de ce type d'expérimentation. Voilà, j'ai fini. Super, merci beaucoup Judith, merci à tous les intervenants et intervenantes. Et on va pouvoir passer maintenant aux échanges, aux questions que vous pourriez avoir, que vous pourriez poser aux intervenants et intervenantes, et également vous de votre côté lorsque vous avez présenté quelque chose, que ce soit le F3E, l'AFD ou Judith à Solidarité Laïque, vous pouvez également poser des questions. Comme l'a précisé ma collègue Léa, vous pouvez directement ouvrir votre micro et poser la question pour que ce soit vraiment interactif. Si jamais vous préférez, vous pouvez également de votre côté poser la question sur le chat et on la passera en tout cas à l'oral pour vous. Voilà. Qui souhaite commencer ? Oui, Michel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. J'avais 2 questions pour les personnes de l'AFD. Je me demandais si l'AFD disposait d'orientation sur les dimensions transversales à évaluer. Est-ce que systématiquement, par exemple, vous allez prendre en compte les perceptions du programme par les principaux bénéficiaires et partenaires? Est-ce que vous allez prendre en compte les dimensions genre et dans un sens transformateur des rapports sociaux de genre? Est-ce que vous allez prendre en compte ce que vous appeliez le transfert institutionnel ou durabilité? Donc ça, c'était un premier aspect. Et est-ce que vous avez, une deuxième question, les moyens et la pratique de faire le suivi de la prise en compte des recommandations qui sont faites suite à une évaluation? Et une dernière question, c'est effectivement, est-ce que vous suivez le point d'attention du F3E qui était de s'assurer de l'expertise genre des consultants et consultantes que vous recrutez? Merci beaucoup. Merci Michel. Je peux vous laisser répondre. Allez-y.
Ouais, je peux donner les premiers éléments de réponse et ensuite laisser mes collègues compléter. Sur la question de la prise en compte systématique des dimensions transversales, la réponse est plutôt non, dans le sens où, en fait, lors de la programmation annuelle des évaluations, quand on interroge nos collègues dans les divisions sectorielles, nos collègues dans les agences, nos partenaires avec lesquels on travaille sur quels sont leurs enjeux d'apprentissage, sur certaines vont remonter des enjeux assez forts en termes d'effets sur les inégalités hommes-femmes, et qu'on ne va pas forcément généraliser à l'intégralité de nos évaluations, bien que nous, on pose toujours cette question lors du cadrage des besoins, lorsqu'on se pose la question de la rédaction des termes de référence, de la formulation de questions évaluatives. On va évidemment s'intéresser à la question notamment des effets en fonction du genre des bénéficiaires, mais on va vraiment essayer de cibler de façon à pas aller dans une approche systématique de tous les critères du cadre et de toutes les dimensions transversales pour ne pas survoler un certain nombre de ces sujets. Donc, on va plutôt la mettre au cœur et, pour répondre à la troisième question sur l'expertise genre, évidemment, allier les expertises qui permettent de répondre à ces questions lorsqu'on les pose de façon centrale dans le recrutement du consultant. Et peut-être je vais laisser Christophe compléter. Et sur la question du genre, je ne sais pas si ma collègue Emma Intavong a pu se connecter, mais elle a mené avec Sylvie Margal l'évaluation de la prise en compte du genre à l'évaluation, et à l'AFD, dans les projets de l'AFD. Elle aura peut-être quelques compléments. Et sur le sujet du suivi des recommandations, on a Corinne de Peretti qui, je crois, ou j'espère, est encore avec nous, et qui avait, en 2016, je crois, mené un chantier justement sur comment mieux prendre en compte les recommandations issues des évaluations. Donc, ils en parleront sûrement mieux que moi. Pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, je pense que alors, sur la prise en compte de la perception des bénéficiaires, oui, on le fait autant que faire se peut, et j'ai essayé de vous le montrer tout à l'heure avec l'exemple en Mauritanie. Sur la durabilité, on essaye aussi, c'est un point essentiel, des critères du CAD. Voilà, après, effectivement, sur les recommandations, je pense qu'aujourd'hui, le suivi des recommandations, on a beaucoup de progrès à faire. C'est assez simple sur les évaluations à mi-parcours, c'est souvent plus complexe sur les évaluations ex post, considérant que parfois les programmes sont terminés depuis 2-3 ans quand ils sont évalués. Voilà, je laisse mes collègues compléter. Ou non, si elles ne sont plus présentes. Manifestement, elles ne sont plus. Corinne, je vois que tu es encore là. Oui, je suis là, mais je ne dirais pas mieux que Christophe. Et justement, j'attends de lire le rapport sur l'évaluation de la politique d'évaluation, qui sans doute a dit des choses là-dessus. Et je participerai avec intérêt à la restitution. Je crois que tu n'as pas donné la date, Maud, c'est mardi 28. Et vous avez dû recevoir une invitation, puisque j'ai essayé de partager largement à tous nos partenaires ONG. Donc, si jamais vous n'avez pas eu l'information, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup pour vos réponses, et Michel pour ta question. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole pour poser une question? Il y a une question dans le chat là. Ouais, j'ai vu aussi. Okay. Du coup. Eh ben, on va prendre la question dans le chat. Merci Lilian. Alors, c'est Brigitte Bénichou qui déjà précise que c'est une méthodologie très intéressante, et elle demande, au regard de l'avenir de l'évaluation sur place, qui n'est pas brillant, voilà, je cite, Covid, situation géopolitique dans de nombreux pays. La question c'est, avez-vous imaginé la possibilité de coopération avec des pairs locaux? Je pense que cette question s'adresse un peu à tout le monde. Je vous laisse réagir. Du coup, je veux bien juste prendre la parole. Oui, nous, on avait, quand on a préparé l'évaluation avec le consultant qu'on a choisi, on voyait, il y avait déjà la situation du Covid, donc on se questionnait sur les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et une des propositions qui avait été faite, qui était intéressante, mais qu'on n'a pas pu mettre en place parce que on avait déjà trop d'expérimentation dans le programme et pas assez de temps, mais c'était de voir comment, en fait, l'évaluateur se proposait de former nos partenaires, qui étaient sur tous les territoires, pour la collecte de données. Et ça, c'était quelque chose qui nous a intéressés. On s'est questionné au départ sur ce qu'il y avait potentiellement un biais sur le fait que ce soit nos partenaires qui
rencontre donc les acteurs et collecte les données. On en avait conclu que si c'était bien encadré par l'évaluateur externe, ça pourrait même être plutôt intéressant parce qu'on avait du coup une approche aussi culturelle qui était conservée. Et puis ça simplifiait beaucoup les choses puisque les partenaires étaient sur place, parlaient la langue. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient très simples. Et c'est là qu'avait proposé l'évaluateur aussi de former Aide et Action sur ces sujets-là en même temps. Donc, on ne l'a pas fait parce que c'était quand même, ça demandait beaucoup de temps et on n'a pas eu le temps de le faire. Et puis finalement, on avait réussi à trouver un binôme de consultants sur place. Donc, on avait opté pour cette méthode plus traditionnelle. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qu'on avait trouvé très intéressant. Voilà. Après, mais là, on parle des partenaires. Ce n'est pas un pair comme l'était Aide et Action. Donc, déjà, c'était Aide et Action Asie du Sud-Est, hein, qui était implanté en Inde et au Sri Lanka. Ils avaient un bureau à Sri Lanka, etc. C'était des Sri Lankais. Mais ça restait des acteurs qui n'étaient pas impliqués directement dans le programme. Donc ça reste aussi intéressant à voir, mais encore une fois, le pair à choisir, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui soit trop impliqué, mais à la fois quelqu'un qu'on connaît un peu. Donc effectivement, à voir si on connaît ce type d'acteur. Juste pour compléter sur la question, donc effectivement, dans l'étude dont parle Judith, il y avait un consultant international qui n'a pas pu se déplacer à cause du Covid, donc qui a coordonné tout ça depuis la France, 2 consultantes de son équipe qui étaient sri-lankaises basées au Sri Lanka, et une personne d'Aide et Action pair, donc qui était basée au Sri Lanka aussi. Sauf que ce n'était pas facile, y compris pour les Sri Lankais, de se déplacer dans des provinces du Sri Lanka, vu le Covid. Donc voilà, et on a eu le cas sur d'autres évaluations où il y avait des gens sur place, des locaux ou des locales, comme on dit, mais y compris pour ces personnes-là, ce n'était pas facile de se déplacer. Donc c'est vrai que c'est nous, F3E, il y a, en tout cas pour ce qui est des consultants, et puis maintenant plus récemment, là, c'est beaucoup plus récent et encore embryonnaire, expérimental de ces approches entre pairs. Pour les consultants, il y a pas toujours, c'est pas une règle absolue, mais il y a très souvent des consultants des pays qui sont dans les équipes, voire même qui sont chefs d'équipe, ça arrive, ça dépend des cas. Merci beaucoup. Je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent réagir soit à la question. Sinon, on a une question de Juliette, je crois, qui a levé la main. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Clémentine. En fait, il y avait une question aussi sur l'évaluation entre pairs que je trouve très intéressante. Et du coup, je voulais savoir si, petit 1, il y avait un peu plus de documentation. Bon, j'ai cru comprendre que c'était une expérimentation, mais pour voir comment nous, on peut aussi mettre en place ce genre d'études au niveau de plan international. J'avais une deuxième question en termes de budget. Parce que du coup, là, ça implique d'avoir des consultants et d'avoir des pairs. Je voulais savoir si, du coup, en termes de budget, est-ce que c'était réalisable sur toutes les études? Quelle implication? Est-ce que c'était au double, etc. Enfin, avoir un peu plus de manière concrète comment ça se passait. Merci beaucoup. Et je surenchéris juste sur les questions de Juliette. Est-ce que du coup, les pairs, le partenaire, étaient rémunérés pour sa participation à l'évaluation? Ouais, je réponds. Ouais, c'est hyper important, j'en ai pas parlé. Alors, non, le pair n'était pas rémunéré. On s'était accordé dès le départ que c'était une intervention. Donc, le pair intervenait sur son temps et ses revenus. Nous, on avait budgétisé 5 000 € pour des frais de déplacement. Donc, ce qu'on avait, sur quoi on s'était entendu, c'était que Solidarité Laïque payait vraiment tous les frais de déplacement, de repas, etc., qui étaient liés à ce qu'on avait prévu pour la collecte de données, les réunions, etc. Mais par contre, le temps de travail était à la charge du pair. Donc, en termes de budget, ça n'a pas coûté cher, ça n'a d'ailleurs rien coûté puisque malheureusement, il n'y a pas eu de déplacement. Mais voilà, c'est vrai que ça reste très accessible quand on le prend sous ce format-là. Et on s'était posé la question. Et puis, c'est vrai que du coup, le fait de ne pas rémunérer, ça implique une vraie implication du pair et un vrai intérêt pour la démarche. Pour eux, c'est dans une démarche d'apprentissage et puis de renforcement aussi de leur pratique.
Mais je pense que c'est la meilleure solution parce que rémunérer, même si on sait que c'est quand même des contraintes pour les organisations, parce que c'est du temps de travail quand même. Mais la question de la rémunération apporte un biais, je trouve, sur ce qu'on cherchait à faire. Voilà, on cherchait vraiment à avoir un regard d'un père qui va être à la fois indépendant et bienveillant, mais qui c'est pas une commande financée. Ce n'est pas un consultant qu'on va payer pour faire un travail. Voilà. Même si ça n'empêche pas aux consultants de rester indépendants, mais la démarche n'était pas la même. Et juste pour préciser, sur les études, c'est le cas de celles-ci qui sont cofinancées par le F3E, on peut intégrer dans l'assiette de cofinancement, dans le budget de l'étude et donc dans l'assiette de cofinancement du F3E, une ligne sur les frais uniquement de l'intervention de ce père et non pas sur son indemnisation ou sa rémunération. Effectivement, on n'a pas voulu rentrer non plus, nous, là-dedans. On va créer un marché parallèle à celui de la consultance dans les évaluations entre les ONG. Ça peut avoir quelques effets pervers, je pense. Mais bon, là, ça a marché parce que des actions étaient sur place aussi. Et puis il y avait ce lien aussi avec Solidarité Laïque qui est en train de se renforcer et cet intérêt. Mais voilà, c'est effectivement une question qui peut se poser. Pour l'instant, le choix, c'est celui-ci. Mais c'est une vraie question, effectivement. Et sur la documentation, sur la documentation, on n'a pas grand-chose pour l'instant. Donc, il y a le rapport d'études d'évaluation qui va être sur le site du F3E, en tout cas la synthèse, mais je ne suis pas sûre que ce soit ce qui va être le plus intéressant pour la dimension entre pairs. Voilà, ça reste à... Je ne sais pas si on va encore faire un document de capitalisation là-dessus. Je ne suis pas sûre. Moi, je n'avais pas trouvé énormément de choses sur l'entre-pairs. Par contre, je sais que du coup, au sein de l'AFD, ils se questionnent aussi, ils pratiquent ça de l'entre-pair, mais au sein de l'AFD. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses à questionner. C'est peut-être le prochain sujet du F3E et le prochain repère du F3E, j'en sais rien. Du coup, c'était un peu ma question, s'il y avait des documents de capitalisation. Et notamment, vous aviez parlé d'une note de cadrage pour être bien précis sur les conditions d'engagement de part et d'autre en amont de l'évaluation. Est-ce que du coup, vous en avez rédigé une a fortiori ou pas? Non, la note de cadrage, c'était donc surtout l'évaluateur qui l'a faite pour cadrer l'évaluation. Donc, en intégrant la question de l'entre-pair, mais l'entre-pair, justement, ils n'ont pas eu assez de temps pour faire ce gros travail-là pour clarifier très précisément le rôle de chacun. C'est un des apprentissages qu'on tire. Donc, ça ne va pas aider non plus énormément cette note de cadrage. Là, c'est surtout pour l'évaluation, comment ils vont faire les entretiens, etc. Après, on a fait une réunion bilan, mais on a tiré une petite note, mais le contenu, je viens de vous le donner, donc c'est pas forcément... D'accord. Il y a plus de choses à chercher chez les anglo-saxons, je pense. C'est peut-être les peer-to-peer reviews, là, comme ils disent depuis plus longtemps. Il y a plus de choses à regarder de ce côté-là en termes de documentation sur ces approches de pair à pair dans l'évaluation. Ok, merci pour vos réponses. J'en profite aussi pour remercier toutes les interventions qui étaient vraiment pertinentes. Et Solidarité Laïque, merci pour avoir partagé votre expérience. Merci beaucoup à toutes et tous et je vais laisser la parole à ma collègue Léa Rambaud pour conclure ces échanges. Tac, je remets la vidéo. Alors, hop, c'est bon. Donc, merci beaucoup pour effectivement toutes ces présentations qui étaient, je pense en tout cas, très instructives. Quelques points vite fait pour résumer. On peut noter l'importance de mener des évaluations donc pour répondre à différentes fonctions, comme la mesure de l'impact des projets sur les populations, les individus, la question de la redevabilité, la question aussi des enjeux stratégiques, la communication, les apprentissages, les processus de décision, la valorisation, mais également la prise en compte du genre dans les différents projets. On a pu voir aussi différentes méthodologies, les méthodologies quasi expérimentales, les méthodologies expérimentales, les méthodologies par les pairs, la prise en compte aussi, l'évaluation qui permet d'intégrer les perspectives de genre. Et enfin, pour conclure, il est important donc de noter que pour mener à bien une évaluation, il faut prendre en compte l'environnement, mener des partenariats,
impliquer les pairs, y compris les partenaires du Sud, avoir donc un processus participatif, collecter et désagrégager les données, être doté d'une expertise et ensuite, pour finir, bénéficier en tout cas d'un financement suffisant pour mener à bien une évaluation. Donc, je remercie donc tous les participants, tous les intervenants et intervenantes pour cette session très riche. Et je vous dis au 23 novembre pour le prochain champion de l'éducation qui sera dédié à la thématique éducation, transition climatique et sanitaire. Voilà, merci beaucoup à toutes et à très vite. Merci. Au revoir. Merci à tous et à toutes. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. On quitte. Quitter. Léa, bonjour. Bonjour Léa. Ah oui, bonjour Valérie, ça va? Oui, ça va. Oui, je t'entends maintenant. Je mets ma caméra aussi parce